Salut, on va faire une petite analyse géopolitique stratégique, ok? Israël, Iran, BRICS et équilibre mondial. Donc, Israël versus Iran, la guerre qui pourrait faire basculer le monde. Résumé stratégique, donc Israël a lancé une attaque ciblée contre un site nucléaire iranien, déclenchant une réponse rapide de Téhéran, mais ce n'est pas un simple affrontement ponctuel. On va élargir le contexte. L'Iran est soutenu sur plusieurs fronts par la Syrie, Hezbollah, qui joue un rôle central dans l'axe chiite régional. Bon, le régime de Bachar el-Assad a été renversé. On comprend maintenant un peu mieux les enjeux qu'il y avait derrière tout ça et ensuite les conséquences pour l'Iran. Derrière Israël, on retrouve un soutien implicite des États-Unis, tant diplomatique que militaire. Cette escalade pourrait servir d'écran de fumée pour affaiblir durablement l'influence iranienne dans la région. En toile de fond, un jeu d'échecs géopolitique mêlant puissance militaire, route énergétique et alliance stratégique. Voilà pourquoi sur mon image, là sur ma carte, ma map, en haut, vous avez BRICS, dette US, route de la soie, chaos stratégique. C'est pour vous expliquer un petit peu les corrélations avec tout ça et pour que vous puissiez comprendre un peu mieux. Ça, c'est pour les, entre guillemets, novices, les novices et ceux qui veulent s'intéresser un petit peu à ce genre de questions géopolitiques. Conflit Israël-Iran, donc au-delà de la riposte militaire. L'attaque d'Israël sur le principal site nucléaire iranien, suivie d'une réponse de Téhéran, s'inscrit dans un contexte géopolitique lourd, où l'enjeu dépasse largement la sécurité régionale. Donc l'objectif qui est visible, c'est affaiblir l'Iran. On l'a vu avec cette attaque, avec les remarques de l'Agence internationale de l'énergie, de Trump, des États-Unis concernant le programme nucléaire de l'Iran. Donc l'objectif visible, c'était affaiblir l'Iran, neutraliser son programme nucléaire, diminuer son influence en Syrie, Irak et au Liban via le Hezbollah, préparer peut-être une campagne contre Bachar el-Assad, allié tactique de Téhéran, comme je vous ai dit, ça c'est ce qu'ils ont, c'est ce qu'on a vécu il n'y a pas très longtemps. Donc c'était dans cette dynamique. Mais cette dynamique peut aussi être lue à travers un prisme plus large. On peut aller au-delà pour comprendre pourquoi c'est un enjeu stratégique pour Israël, mais surtout pour les États-Unis. Donc l'objectif caché, ralentir le projet des BRICS et la montée de la Chine. L'Iran a officiellement rejoint les BRICS, renforçant l'axe Chine-Russie-Iran. Ce bloc représente un contre-pouvoir direct au G7, notamment avec le projet de nouvelle monnaie commune pour concurrencer le dollar, donc le yuan renminbi, ou alors une autre monnaie. Pour l'instant, c'est le renminbi qui est plutôt en bonne position pour le devenir, mais ça aussi, hein, ça, en interne dans les BRICS, c'est pas dit que la Russie veuille que la Chine, enfin que la monnaie chinoise soit la monnaie qui va remplacer le dollar. Pareil pour l'Inde, etc., etc. Donc, bon, le projet d'une nouvelle monnaie commune, ça, en tout cas, c'est dans le projet des BRICS. La nouvelle route de la soie, elle traverse l'Iran, pivot stratégique entre l'Asie et l'Europe. Ah, comme par hasard. Donc, les accords énergétiques, Chine-Iran et Russie-Iran en yuan et en rouble, ou en rouble. Donc une déstabilisation durable de l'Iran, ça équivaut à un frein stratégique à l'intégration des BRICS. Vous comprenez s'il y a le désordre dans cette région, ça va ralentir la stratégie des BRICS, en tout cas l'avancement des BRICS. En tout cas, ça gênera les investissements et donc, par conséquence, la nouvelle route de la soie. On va en parler. Donc les USA et Israël, stratégie indirecte,
Donc ça c'était si Bachar tombe, la route Iran, Syrie, Liban est coupée et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui a permis aussi à Israël de pouvoir attaquer l'Iran et de faire passer donc de pouvoir attaquer l'Iran et surtout de pouvoir infiltrer l'Iran comme ce qu'on vient de découvrir, d'apprendre que le Mossad avait infiltré l'Iran depuis plusieurs mois pour préparer cette attaque. Donc voilà, donc le but de faire tomber Bachar el-Assad, c'était pour se faire un canal, un corridor d'entrée sur le territoire iranien et surtout pouvoir envoyer, pouvoir utiliser les espaces aériens de la Syrie, Voilà. Et puis en coupant donc l'axe Iran-Syrie-Liban, ils affaiblissent aussi forcément le Hezbollah qui est financé par l'Iran entre autres. Le projet du Grand Israël, donc projet idéologique ancien, se relance via l'éclatement de ses voisins, donc le désordre de cette région. Ça ne va pas sans... Donc le contrôle du détroit d'Ormuz aussi et du golfe d'Aden redevient un objectif militaire implicite. Et oui, le détroit d'Ormuz, faut dire que si il est neutralisé par l'Iran, s'ils n'ont plus le contrôle comme ils l'avaient autrefois ça complique les choses. Donc là, c'est remettre une présence dans ce secteur. Parce que si l'Occident n'est plus alimenté en pétrole, vous imaginez la suite. Donc, et tout cela arrive alors que, dette US. Les États-Unis doivent faire face à plus de 10 000 milliards de dollars d'échéance sur leurs dettes. Donc les bons du Trésor dans les 2 ans à venir. Ils doivent rembourser leurs créanciers dans les 2 ans à venir à hauteur de 10 000 milliards de dollars. Vous comprenez ce que ça veut dire ? Il n'y a pas l'argent. L'argent n'est pas disponible. L'argent n'est pas là. Donc voilà. En créant peut-être ce désordre stratégique, ça leur donnerait peut-être une option. On verra. Problème. Le remboursement nécessite des financements massifs. La hausse des taux aggrave ce fardeau. Et comme vous avez pu le voir, le marché obligataire a frôlé les 5%, a touché les 5% sur les taux long terme et au-delà des 4% sur les taux moyens et les taux courts, même a dépassé, sur certains taux très courts, on a dépassé les 4,5%. Bref, les taux sont énormément élevés et ça complique le remboursement de la dette US. Ok. Or, en temps de chaos, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe sur les marchés financiers quand une grande panique arrive, quand les investisseurs sont paniqués, ils vont se réfugier. Donc les capitaux se réfugient vers quoi ? Aujourd'hui, malgré tout, malgré tous les côtés dangereux ou péjoratifs concernant l'économie américaine et les risques à long terme, ça reste toujours l'économie économique numéro 1 et aussi les bons du Trésor US sont les plus sûrs dans l'économie et voilà, donc les investisseurs se réfugient vers les bons du Trésor. Et techniquement, qu'est-ce qui se passe quand on se réfugie vers les bons du Trésor? En tout cas, quand il y a une forte demande, donc sur les bons du Trésor, on a les rendements qui chutent. Les rendements, c'est quoi? C'est le taux d'intérêt auquel est assujetti le remboursement des dettes, des crédits. Donc c'est avec ce taux qu'on fixe justement les taux de remboursement. Et plus on achète des bons du Trésor, et plus les rendements chutent, donc le taux chute, et ça permet justement de rembourser la dette moins cher, en fait, qu'elle soit moins contraignante. Hypothèse tactique, donc le chaos orchestré au Moyen-Orient crée un effet refuge pour les US bonds, pour les bons du Trésor américain. Donc les rendements baissent et le financement américain redevient plus soutenable, temporairement, mais il redevient plus soutenable, donc on écarte les craintes sur les problèmes structurels à long terme qui concernent l'économie US et
par corrélation, en tout cas par ruissellement, l'économie mondiale. Dans tout ça, donc vous le voyez, hein, je vous ai mis sur ma map là, donc vous avez un tracé, qui part de la Chine, qui passe par l'Iran, l'Irak, la Syrie, la Turquie, qui remonte vers Moscou, qui va vers les Pays-Bas, qui revient vers, qui passe dans l'Europe centrale et qui revient vers la Grèce et ensuite la Méditerranée pour revenir par le canal, il y a par la zone de l'Égypte, excusez-moi, pour revenir ensuite après le canal de Suez et redescendre vers le Nigeria, le Kenya, l'Éthiopie, Nigeria, Kenya, etc. Et ensuite revenir dans la zone Indo-Pacifique avec l'Inde, la Malaisie, etc. Et revenir en Chine. Bref, vous avez tout un tracé. Ça, c'est la One Belt, One Road. Donc la nouvelle route de la soie. Et donc, vous voyez aussi, je vous ai mis des petites images là avec cet océan là, il y a l'île de Diego Garcia et il y a une base US là-bas. Donc ils sont implantés ici les Américains. En dessous là, on le voit pas sur la carte, mais je vous ai mis un petit logo AUKUS. AUKUS, c'est quoi? C'est une alliance militaire stratégique, pas commerciale mais militaire stratégique entre l'Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis. D'accord? Donc ça, c'est concrètement pour freiner, puis pour imposer une influence côté Indo-Pacifique, ce qui ralentit la Chine, ce qui surveille la Chine, etc., etc. Donc tout ça, c'est lié pour, effectivement, pour freiner l'expansion de qui? Des BRICS. Les BRICS, ok? Dans les BRICS, on a la Russie, on a la Chine. Depuis 2023, on a l'Iran, 2023-2024, l'Iran. Bon, il y a l'Inde aussi. On a l'Arabie Saoudite, on a l'Éthiopie, l'Égypte nouvellement intégrée. On voit bien que dans cette zone, on a Israël qui est en plein milieu de cette zone et on voit bien que c'est un élément perturbateur qui sert d'élément perturbateur et orchestré par les États-Unis, bien évidemment, et également épaulé par cette force stratégique militaire, l'AUKUS, dans la région. Donc tout ça, c'est vraiment pour déstabiliser les BRICS. Ça, c'est mon avis, et puis c'est l'avis aussi de pas mal de spécialistes. C'est vraiment pour déstabiliser les BRICS. Donc ces guerres-là n'arrivent pas pour rien, n'arrivent pas pour des idéologies religieuses ou etc. Bon, c'est sûr que ça attise les colères, ça attise les débats, ça attise tout ça, mais le vrai enjeu reste toujours économique dans toutes ces situations. Donc le pacte AUKUS, donc c'est Australie, Royaume-Uni, États-Unis, c'est pas un bloc économique, je le répète, c'est un partenariat militaire qui est né en 2021, donc il est récent, c'est juste après le Covid. Et l'objectif, il est clair, freiner la montée en puissance de la Chine dans l'Indo-Pacifique. Aide militaire à l'Australie avec des sous-marins nucléaires et d'autres produits, d'autres éléments. Partage de technologies avancées, donc la cybersécurité, l'IA, les drones, les satellites, voilà. Présence navale renforcée dans les routes maritimes stratégiques, comme je vous ai dit. En plus, il y a une base militaire américaine, Diego Garcia, donc à proximité de l'Indonésie, Malaisie, et à proximité de l'Australie. Et donc tout ça, c'est pour vraiment essayer de canaliser et tenter de surveiller et de faire un contrepoids défensif occidental à l'alliance économique grandissante des BRICS. Donc il y a une corrélation indirecte avec les BRICS, oui, les BRICS cherchent à
dédollariser, sécuriser leurs routes et les flux. Et l'AUKUS, lui, cherche à rétablir la supériorité stratégique occidentale en mer. Les deux blocs s'opposent par projection d'influence. Donc il y a le soft power contre le hard power. Donc chaque action militaire comme Israël-Iran ou alliance stratégique comme l'AUKUS s'inscrit dans une logique de bloc contre bloc où économie, guerre, dette et monnaie sont liées. Voilà. Euh, donc, et si l'attaque sur l'Iran était plus qu'une riposte, si elle visait aussi à stopper le développement de l'alternative sino-russe, et si derrière les bombes se cachait une guerre pour le contrôle du dollar, du pétrole et de l'avenir du monde. Ce conflit n'est pas seulement régional, c'est un mouvement stratégique global qui peut redéfinir les sphères d'influence, le pouvoir monétaire et le tempo des BRICS versus les G7. Voilà, on est encore dans cette bataille multipolaire qui est en train de s'installer, enfin qui est clairement installée, mais qui est voilà. On est pour le combat entre ces blocs BRICS versus l'Occident et les nouvelles attaques contre l'Iran sont une étape supplémentaire dans tout ce déroulé. Voilà. Donc voilà, en gros, est-ce que la Chine va réagir? Est-ce que la Russie va réagir? Quoi qu'il en soit, voilà, ils sont obligés de réagir. L'Iran, elle, a riposté et ça fait le jeu aussi de Netanyahou, hein, parce que, bien évidemment, Netanyahou, lui aussi, a besoin de l'appui de son peuple pour pouvoir continuer. Et le fait que l'Iran riposte, ça lui donne un petit levier, un petit truc supplémentaire qui va dans son sens, c'est-à-dire que voilà, si l'Iran tue des gens en Israël, si l'Iran attaque les civils, les villes, les résidences, etc., il va y avoir un appui du peuple pour Netanyahou, et donc lui, c'est tout ce qu'il a besoin pour pouvoir continuer et tenter d'instaurer son grand Israël, et comme je vous le dis, dans un but plus global qui est également de faire barrage à cette nouvelle route de la soie, en tout cas ce nouveau bloc des BRICS. Voilà. Donc c'est pas pour rien. Maintenant, la Turquie, voilà, faut faire attention parce que la Turquie, là je vous en ai pas parlé ici, mais la Turquie, elle, comment dire, la Turquie, elle a des liens forts avec cette région et je pense que la suite, ce sera certainement la Turquie. Voilà, donc c'est à surveiller. D'ailleurs, la Turquie, elle, a pris quelques dispositions, a pris des dispositions suite à l'attaque d'Israël contre l'Iran. Et je pense que ils sont en alerte rouge tout autour des frontières turques. Et puis voilà quoi, on est en plein dans un conflit régional qui va certainement se généraliser. Et, on n'aime pas trop le dire, mais on est dans une troisième guerre mondiale qui a une autre forme que les premières et deuxièmes, bien évidemment, car aujourd'hui on a de plus en plus de bombes atomiques, de bombes nucléaires, et donc la guerre se fait différemment, elle ne se fait plus frontalement au niveau des grosses puissances, hein, on est encore dans ce concept de guerre froide, si on étudie bien le truc, c'est encore une guerre froide à ce niveau-là, vis-à-vis des grosses puissances qui ne s'attaquent pas frontalement. Par contre, les guerres par procuration et dans un ensemble de blocs, on le voit, hein, on est en plein dedans, et pour moi c'est simplement une guerre mondiale quoi, qui se fait différemment des deux précédentes. Voilà. Ah oui, je vous ai pas parlé de la dette. Donc voilà, 10 000 milliards, si, je vous en ai parlé. 10 000 milliards, c'est quand même un gros paquet d'argent que les États-Unis ne pourront pas rembourser. Donc il faut trouver des moyens d'atténuer, comme je vous dis, leur remboursement de leur dette et de faire en sorte d'un peu aussi détourner le regard sur un problème qui est
qui est assez dramatique parce que si les États-Unis tombent, vous vous imaginez, enfin économiquement, vous vous imaginez le bordel que ça va faire sur la planète. On risque d'avoir des guerres à tout va, on risque, enfin voilà, l'anarchie quoi. Il y aura plus il y aura plus ces effets dissuasifs, il y aura plus ces normes, ces cadres qui peuvent tenir. Voilà, tout sautera en l'air, tout partira en cacahuète comme on dit. Et donc, bon, ça reste assez dangereux. Et ben, il faut suivre la situation et s'informer de plus en plus. Voilà pour ma petite analyse. Et c'est un moyen de diriger les investisseurs vers le refuge US. Et tout ça, c'est bon pour les Américains. Bon, je finirai sur ça.